Je vous propose de poursuivre cet après-midi notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État concernant l'emploi-formation. Madame la directrice générale, Madame le rapporteur, chers collègues, nous recevons à présent Madame Frédérique Alexandre Bailly, directrice générale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, l'ONICEP. Bonjour Madame, bonjour Mesdames, merci pour vos présences. L'ONICEP est un établissement public administratif, donc un EPA, comprenant un service central implanté à Logne et des directions territoriales implantées dans chaque région académique. Votre établissement élabore et met à disposition des utilisateurs la documentation nécessaire relative à l'orientation scolaire et professionnelle. Il participe également aux études et recherches destinées à faciliter l'information et l'orientation, ainsi qu'à améliorer la connaissance des activités professionnelles. Madame la directrice générale, notre commission d'enquête cherche à étudier les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, afin notamment d'identifier des possibles recoupements de compétences avec d'autres opérateurs, avec les services de l'administration centrale ou déconcentrés, ou enfin avec les collectivités territoriales. Je souhaiterais vous poser la série de questions suivantes. Pourriez-vous m'indiquer de quelle manière votre action s'inscrit dans le paysage des opérateurs de l'État, dans le domaine de l'éducation, mais aussi du travail, puisque vous préparez les jeunes à leur vie professionnelle? De même, quelles sont vos relations avec les services de l'administration centrale et déconcentrés? Vous aviez un contrat d'objectifs et de performance, un COP, pour la période 2021-2023. Un nouveau COP a-t-il été signé? De quelle manière s'exerce la tutelle des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur? S'agissant de vos relations avec les collectivités territoriales, il n'a pas dû vous échapper que votre établissement a été évoqué dans notre commission d'enquête le 6 mars dernier par le représentant de l'Association des régions de France. Ce dernier expliquait que les compétences de l'ONICEP devraient être transférées en quasi-totalité aux régions. C'est son idée. Vous pourrez évoquer ce que vous en pensez. 2 jours plus tard, un préfet considérait au contraire que l'éducation en tant que compétence de l'État était justifiée, qu'il exerce une mission d'information des jeunes sur les débouchés qui s'ouvrent à eux. Donc il y a un dialogue. Compte tenu des compétences de la région, estimez-vous que la coordination avec elle est suffisante? Le représentant de la région de France regrettait l'absence de concertation lors du développement de la plateforme numérique à venir, ce qui aurait posé des difficultés techniques selon lui. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif, 5 minutes, de façon à ce que vous puissiez aussi répondre à mes questions et puis évoquer l'organisme très rapidement. Il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu évidemment sera réalisé et publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Oui, allez-y, vous ouvrez le micro. Hop. Donc je le jure. Très bien, c'est parfait. Écoutez, je vais vous proposer donc 5 minutes de présentation générale. Après, nous passerons la parole à Madame le rapporteur et nous poursuivrons cet échange dans le cadre de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de me donner l'occasion ici de présenter cet opérateur qui est à la fois très connu, puisque tout le monde a reçu les petits guides de l'ONICEP et les a souvent oubliés dans son cartable après la troisième et la terminale, mais finalement, c'est un opérateur qui est relativement peu connu, notamment dans ses missions. Je voulais souligner que l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, et comme son nom l'indique, qui a un nom un peu vieillot, est une structure ancienne qui a été créée par un décret du 19 mars 1970, en reprise des missions d'un bureau universitaire de statistique et de documentation scolaire et professionnelle, qui était le service d'information et d'aide à l'orientation des étudiants, et qui datait lui-même des années 30, et qui est devenu un établissement public en 1954. C'est un établissement public administratif sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui aujourd'hui est placé auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale.
Et les missions de l'opérateur ont été reprécisées récemment par un décret en date du 18 juillet 2023, qui donc a été publié après la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, qui impliquait un partage de compétences déjà avec les régions sur l'information, sur les métiers et sur les formations. Les 306 ETP sous plafond de l'ONICEP sont répartis, comme vous l'avez dit, entre un siège où il y a 211 personnels et 17 directions territoriales dans lesquelles sont 95 personnels. Et tout ça pour un budget de l'ordre de 30 millions d'euros qui est utilisé pour mener à bien 3 missions de service public. La première mission, que nous appelons Data, lui vient de son histoire, c'est celle de tenir à jour la base nationale des données de toutes les formations initiales diplômantes et certifiantes en relation avec les métiers auxquels elle mène. Cette mission est assurée par des responsables de données qui sont situés dans les équipes territoriales de l'ONICEP et qui actualisent au fil de l'eau les données sur les formations de leur territoire et les font remonter au siège pour qu'elles y soient validées, fiabilisées, intégrées sous un format qui permet à toutes les personnes qui en ont besoin de pouvoir les utiliser. Il s'agit là d'une ingénierie très experte qui assure que les données soient exactes et qu'elles soient homogènes. Elles sont en particulier transmises aux régions en ce qui concerne leur périmètre territorial, directement soit sous la forme d'open data, soit sous la forme d'extraction en fonction de ce qu'elles nous demandent et qu'elles nous demandent à travers un dialogue structuré qui se passe d'une part par 2 réunions par an et d'autre part sous la forme d'un Teams partagé dans lesquels les informations arrivent au fur et à mesure et des questions qui se posent. Ces données servent aussi à alimenter et à compléter les outils nationaux d'affectation que sont Affelnet et Parcoursup. Elles permettent à tout élève ou étudiant d'avoir accès à une information qui, parce qu'elle a été construite de la même façon, est comparable d'un territoire à l'autre, ce qui assure non seulement la complétude des informations pour chacun, mais aussi une parfaite égalité des citoyens dans la mesure où elle comporte également des informations que nous appelons nationales, mais qui indiquent les prérequis, les modalités d'accès ainsi que les poursuites d'études après chaque type de diplôme. C'est cette même base nationale qui, sous forme d'open data, sert au passage aux startups d'orientation qui peuvent déployer un modèle économique allégé de cette partie du travail qui est très consommatrice d'expertise et de temps. Se priver de cette ingénierie, qu'il s'agisse de la confier aux régions ou au privé, porterait un risque de diminution du service public ainsi qu'une perte d'économie d'échelle. La seconde mission de l'ONICEP, c'est celle d'informer. On disait autrefois produire de la documentation, comme vous l'avez repris dans nos statuts, puisque ça a été repris des statuts initiaux. Aujourd'hui, la documentation reste en partie imprimée, mais elle est surtout numérique. Il s'agit de rendre ces données lisibles par les jeunes et leurs accompagnateurs. Cette mission d'éditorialisation est uniquement présente au siège depuis le transfert d'une partie de la compétence d'information sur les métiers et les formations aux régions. Je précise que ce transfert a impliqué le départ effectif de 155 personnels de l'ONICEP, dont le salaire a été ôté de la subvention pour charge de service public de l'opérateur pour être reversé aux régions. Le site onicep.fr reçoit 44 millions de visites annuelles et est régulièrement cité en premier dans toutes les enquêtes demandant aux répondants où ils s'informent pour leur orientation. Cette éditorialisation passe également par des vidéos dont sont très friands les jeunes et qui leur permettent de mieux appréhender la réalité des métiers et des formations. Les valeurs de service public, en particulier la neutralité et l'objectivité dans la présentation des métiers, ainsi qu'une attention experte à déjouer les biais, notamment ceux qui sont liés au genre ou à l'appartenance sociale, assurent au public une représentation exhaustive et neutre de l'ensemble des formations et des métiers, dans un degré de détail suffisant et avec un registre de vocabulaire adapté à des adolescents, ainsi qu'une présentation lisible des différentes politiques publiques qui concourent à modifier les règles du jeu de l'orientation, par exemple la réforme du lycée général et technologique avec ses enseignements de spécialité à choisir. Enfin, par sa troisième mission, l'ONICEP, en tant que support de la politique d'orientation de ses ministères de tutelle, contribue à accompagner les jeunes et leurs accompagnateurs de 3 façons complémentaires. Il s'agit d'abord de fournir les supports pédagogiques qui sont nécessaires à l'éducation, à l'orientation. Et en effet, on n'est plus dans une époque où on oriente les jeunes de force. Or, s'orienter en verbe pronominal avec le S', cela s'apprend. Un jeune doit comprendre qu'il ne peut pas faire ses choix sur un coup de dé au moment des procédures nationales. L'objectif poursuivi ne s'arrête pas à être pris dans telle formation plus ou moins prestigieuse pour se comparer à ses camarades. Encore faut-il s'assurer qu'on va réussir à obtenir le diplôme et que ce diplôme va nous permettre de nous insérer dans un emploi qui nous convient. Vous avez bien souligné ça dans votre propos introductif. Pour cela,
Le ministère de l'Éducation nationale a instauré dès 2005 un parcours éducatif qui a été renommé ensuite en 2015 Parcours Avenir et qui permet aux jeunes de progresser sereinement dans la connaissance de soi, dans la connaissance des métiers et dans la connaissance des formations. Pour garder une trace de ce cheminement, le ministère avait déjà demandé en 2015 à l'ONISEP de créer un portfolio pour les parcours éducatifs. Et c'est ce portfolio qui a ensuite servi de base à l'élaboration de la plateforme Avenir, qui cette fois porte un S, qui a été commandée à l'ONISEP en 2020 pour servir de socle à la politique nationale d'orientation. Cette éducation gratuite à l'orientation, qui est de la stricte compétence de l'État, est une source d'égalité des chances, d'accès à des formations et des métiers moins reliés à l'appartenance sociale ou territoriale des jeunes. Elle vise par exemple à rétablir plus d'égalité dans l'orientation pour les jeunes des territoires ruraux. C'est même au-delà de cette égalité des chances un enjeu sociétal très fort. Cette plateforme, financée sur un investissement du programme France 2030 suite à une décision du Premier ministre de décembre 2021, a été ouverte en décembre 2024 à tous les élèves, depuis la 5e jusqu'à la terminale, qu'ils étudient dans un établissement de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture, de l'enseignement privé sous contrat, de l'enseignement français à l'étranger ou au CNED. Elle est le socle du parcours Avenir, comprenant une progression avec des objectifs par niveau scolaire, travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, des dispositifs pédagogiques pour que les enseignants puissent faire cheminer les élèves et leur faire acquérir peu à peu toutes les compétences nécessaires pour s'orienter. Et elle comporte également un portfolio de compétences que l'élève peut enrichir tout au long de sa scolarité et ensuite porter vers les portfolios de l'enseignement supérieur et vers le passeport de compétences du ministère du Travail. Mise à disposition dans une première version appelée à être enrichie au fil des années, elle fait maintenant l'objet d'un dialogue approfondi avec chaque région, sous le patronage de Régions de France et du cabinet de la ministre d'État, pour qu'elle puisse s'articuler aux outils et dispositifs des régions et de leurs partenaires. Ce sont les directeurs territoriaux de l'ONISEP qui sont en charge du déploiement de la plateforme, en cohérence avec les particularités de leur territoire, et qui pilotent le dialogue avec leurs régions. Ensuite, l'ONISEP, et plus particulièrement les responsables d'accompagnement pédagogique situés au sein des directions territoriales, forment les enseignants et les autres membres des équipes éducatives à l'accompagnement des élèves, aussi bien à l'intérieur des INSPE, qui sont les instituts nationaux de formation des enseignants, qui sont dans les universités, donc en formation initiale, puisque ça fait maintenant partie des compétences des enseignants, qu'en formation continue, à l'échelle nationale, dans ce qu'on appelle les plans nationaux de formation, et à l'échelle académique, dans les plans académiques de formation. Enfin, l'ONISEP donne la possibilité de poser une question d'orientation directement à une vraie personne dont la voix et l'expertise vont permettre de mieux appréhender les possibilités et les démarches à suivre. Il s'agit là d'un premier service qu'on avait appelé Mon orientation en ligne, qui existe toujours, qui a été créé en 2006 et qui a été suivi de la création de services de réponse à différents numéros verts commandés par les tutelles au fur et à mesure des années, en particulier le numéro vert Parcoursup et le numéro vert Mon Master, à qui, je le précise, 10% des candidats de chacune des deux plateformes font appel. Voilà une brève présentation de l'Office qui est depuis 50 ans le support expert de la politique nationale d'orientation des jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, et qui se renouvelle en permanence au regard des évolutions des politiques publiques et de la société. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était parfait. Madame le rapporteur. Parfait. Je vais commencer, je pense, par la question qui est plus d'actualité, puisqu'elle fait directement écho au rapport public annuel de la Cour des comptes consacré aux politiques en faveur de la jeunesse. Donc, notamment dans ce rapport, la Cour alerte sur la nécessité de clarifier les compétences État-région sur l'orientation en raison des confusions qui ont été créées par la loi du 5 mars 2014. Donc, en effet, un certain nombre de régions ont créé des agences régionales de l'orientation dont les actions se recoupent directement avec celles de l'ONISEP. D'ailleurs, lors de son audition, Régions de France a spontanément cité comme doublon à corriger la question de l'orientation. Donc, à votre échelle, quelle clarification pourrait-on envisager ? Est-ce que le maintien d'un réseau territorial de l'ONISEP se justifie ? J'ai noté que c'est en gros un tiers de vos effectifs. Surtout que si jamais je regarde les coûts, aujourd'hui, l'ONISEP bénéficie d'une subvention à hauteur de 40 millions d'euros. Quand les CEDIG, c'est uniquement 6 millions d'euros. Alors, excusez-moi, mais la subvention est de 21 millions d'euros. Pour l'ONISEP. Pour l'ONISEP. Bon, je ne sais pas pourquoi j'avais 40, mais c'est pas très grave. Bon, c'est mieux quand même, c'est divisé par deux. On a un budget total de 30 millions, dont une subvention de 21 millions. Et donc vous avez 10 millions de ressources propres ?
Non. Alors, bon. On a également des recettes fléchées. Et nous avons entre 3,6 et 4 millions de ressources propres. Et donc les recettes fléchées, elles viennent de qui? On a des recettes fléchées qui viennent en particulier du ministère de l'Enseignement supérieur pour le numéro vert Parcoursup, qui est un service qui a été demandé spécifiquement, et d'un certain nombre de conventions qu'on a, et en particulier avec le ministère du Travail. Enfin, donc c'est de l'argent public. Alors, effectivement, le terme subvention était peut-être abusif, mais enfin, considérons que vous vivez avec 36 millions d'euros d'argent de l'État, 4 millions de ressources propres. Non, pas 36 millions. Bah, vous m'avez dit 20, ensuite vous m'avez dit... Non, alors, pardon, vous n'avez que 30 millions de budget, donc 26 qui viennent de ressources d'État et 4 qui viennent de ressources propres. Mais donc, bon, bah ça a clarifié nos questions sur le budget. Mais après, sur la question des doublons. Alors, sur la question... Alors, j'ai effectivement pris connaissance du rapport public annuel de la Cour des comptes. Je n'ai juste à dire ici qu'il y a actuellement... enfin, on est tous en attente des conclusions d'une consultation annuelle sur l'orientation qu'avait lancé le ministre Portier et dont les résultats devraient être connus rapidement et qui se prononceront probablement sur cette question de la clarification des compétences. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet-là. Néanmoins... avoir un avis. Notamment sur la question de la pertinence de laisser 95 agents de l'ONISEP dans des directions régionales. Tout à fait. Le fait de laisser 95 agents de l'ONISEP dans nos directions territoriales est lié aux 2 missions qu'on a décidé avec les tutelles de conserver au sein des académies. Ces missions, ce sont celles que nous ne partageons pas avec les régions, puisque entre les 3 missions, qui sont la mission sur les données, la mission donc data, la mission sur l'information et la mission sur l'accompagnement, seule celle sur l'information est partagée avec les régions. Les 155 personnels qui ont quitté l'ONISEP entre 2020 et 2022 pour mettre en œuvre la loi de 2018 étaient des collègues qui étaient tous sur la partie information, puisqu'il y avait à l'époque les guides académiques qui étaient conçus par chaque équipe régionale. Nous n'avons conservé en région que les missions qui ne sont pas partagées avec les collectivités territoriales, à savoir la mission d'élaboration et d'actualisation des données et la mission d'accompagnement pédagogique. Donc, en l'occurrence, les personnels que nous avons sur le terrain sont des personnels qui nous servent à s'assurer qu'on a une vraie relation avec ce qui se passe dans les établissements scolaires, tant du point de vue de la scolaire et universitaire, tant du point de vue de la description des évolutions de l'information, que du point de vue de l'accompagnement et de l'écoute des besoins des accompagnateurs sur le terrain. Donc les personnels qui sont là ne sont pas des personnels qui sont dans les compétences des régions. Après, si on change la répartition des compétences, tout est à re-questionner. Mais pour l'instant, ces personnels-là ne sont absolument pas sur une compétence d'information. Nous n'avons gardé de personnel sur la compétence d'information qu'au siège. Et ces personnels-là sont chargés de faire une information nationale exhaustive qui n'est pas exactement la somme des informations régionales. Dans le lycée, il me semble, enfin je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait une conseillère d'orientation. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah bah alors, vous voyez, ça n'a rien à voir. Pourtant, la seule fois que j'ai eu vent de sujet de formation d'orientation, c'était par la conseillère d'orientation. Donc en plus, ça n'a rien à voir avec ce que non, c'est pas que ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas eu mon petit livret. Non. Bah non, alors, vous touchez un point qui est très compliqué, c'est qu'on pense toujours que l'ONISEP s'occupe des conseillers d'orientation. Alors, les conseillers d'orientation, aujourd'hui, s'appellent des psychologues de l'éducation nationale. PsyEN de leur petit nom, et les psychologues d'éducation nationale se partagent entre les centres d'information et d'orientation, les CIO, et d'autre part les établissements scolaires où ils viennent rencontrer les élèves de l'établissement auquel ils sont affectés en partie. Les CIO, et donc les PsyEN, utilisent notre documentation nationale pour pouvoir accompagner les jeunes et leurs familles. Donc en fait, là, on leur fournit des éléments qui leur servent
à accompagner. On a notamment un site professionnel qui s'appelle l'Atlas de l'ONICEP, qui permet à des spécialistes de la documentation, que sont notamment les professeurs documentalistes et les psychologues de l'éducation nationale, d'aller chercher exactement les informations quand ils ont une famille ou un jeune en face d'eux pour répondre à leurs questions. J'avoue, alors là, vous m'avez complètement perdu. Je ne comprends pas la dénomination de psychologue de l'éducation nationale, parce que je vois comment un jeune en fait, qui vient chercher de la formation va penser qu'il doit aller s'adresser à quelqu'un qui a le titre de psychologue. Parce que... Il va au centre d'information et d'orientation. Non, mais j'ai du mal à comprendre en fait, la dénomination de la classification de la profession. Alors, non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais le fait que l'ONICEP soit pas... Enfin, je comprends que l'ONICEP fournit de la donnée à ces psychologues qui, avant, s'appelaient conseillers d'orientation, c'est ça, enfin, si j'ai suivi. Mais en tant que tel, vous n'avez pas d'interaction directe avec eux, en fait. Avec qui? Avec les jeunes? Non, avec les conseillers, avec les psychologues. On contribue parfois à les former. On travaille avec eux parce qu'on les écoute, parce qu'ils ont les jeunes en face d'eux. Et donc, ils nous remontent aussi parfois de l'information. Ils travaillent ils participent à nos groupes de réflexion et d'études des besoins. Mais on n'a pas de relation ni fonctionnelle ni hiérarchique avec eux, absolument pas. Eux, ils sont sous la responsabilité des académies. Mais pour répondre à votre question, parce que je pense que c'est extrêmement important la façon dont vous posez la question, et je pense que c'est aussi mon interrogation d'avoir été invité à la commission d'enquête le même jour que France Travail et France Compétences. Donc, on est bien d'accord que l'un des objectifs de l'orientation, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de chômage et que les jeunes puissent s'insérer dans la vie active de la meilleure façon possible. La difficulté qu'on a, c'est qu'ils ne viennent pas chercher de la formation, les adolescents. C'est des enfants, des adolescents. On s'adresse à des enfants collégiens, lycéens. Ils ne viennent pas chercher une formation. Ils viennent aussi se chercher. Et là, vous comprenez un tout petit peu mieux pourquoi est-ce qu'il y a un processus qui s'imbrique dans lequel il faut qu'ils apprennent à repérer ce qui va leur convenir, ce qui va leur plaire. Et donc, il y a tout un travail à mettre en œuvre avec les enfants. Et plus ils sont jeunes, plus c'est compliqué. Or, malheureusement, ceux à qui on demande de se poser des questions d'orientation, c'est souvent les plus jeunes. Quand on leur dit, en fait, il va falloir penser à ne pas aller au lycée général et professionnel, pour dire les choses assez clairement. Et donc, ils sont très jeunes. Et donc, il y a tout un travail à faire progressivement, et si possible, pas au dernier moment. C'est pour ça qu'on parle de parcours éducatif, pour que le jeune apprenne à mieux se connaître, à mieux parler de lui aussi, et à mieux non seulement découvrir les possibilités qu'il y a de formation et de métier, mais aussi à faire le lien entre les trois. Et donc il y a une représentation des types de parcours qu'il pourrait avoir et qu'il puisse faire ses choix. Ce que vous dites est très juste, et notamment, il me semble qu'il y a une réforme des programmes au collège, et donc désormais il y a une partie de en 4e ou en 3e, les jeunes ne doivent pas justement avoir des découvertes des métiers. Et donc là, finalement, aujourd'hui, les collèges, c'est la compétence des départements. Donc dans votre schéma, on n'en parle pas. Donc c'est-à-dire que là, c'est l'éducation nationale qui fait tout. Est-ce que vous faites aussi un peu pour eux? Comment est-ce que ça s'articule ensuite avec le collège, avec le lycée, pardon? Alors, la politique de découverte des métiers, qui est effectivement une politique nationale, elle commence en 5e. Et donc, elle stipule que tous les collégiens doivent découvrir un certain nombre de métiers en 5e, en 4e, en 3e, de façon à pouvoir élargir leurs horizons et faire des choix qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent connaître des métiers qu'il y a autour d'eux au collège et des métiers qu'il y a autour d'eux dans leur famille. C'est une politique nationale. Elle s'applique sur les collégiens, mais elle vient convoquer, si j'ose dire, la compétence de la région sur l'information sur les métiers. Et donc là, on se rend compte qu'on est, comme toujours dans l'éducation nationale, sur des sujets d'articulation entre différents acteurs et différentes politiques. De toute façon, on a l'habitude, moi j'ai été rectrice, l'école primaire, ce sont les mairies.
Les collèges, ce sont les départements, les lycées, ce sont les régions, et il y a un seul enfant dans cette histoire-là qui grandit et qui a un parcours. Et très souvent, quand vous vous retrouvez sur un territoire, vous allez avoir tout le monde. Vous avez les acteurs de la ville ou du village, vous avez les acteurs du département, vous avez les acteurs de la région, et tout le monde doit s'articuler pour faire en sorte que les jeunes puissent disposer des éléments qui vont leur permettre de faire des choix. Il y a quelque chose qui est très important, ce que j'ai dit au début de mon propos, et que je pense que c'est important de le redire. On est dans une conception dans laquelle c'est aux jeunes de s'orienter, et c'est insupportable de ne pas avoir le choix. Mais à partir du moment où il faut leur donner le choix, il faut qu'on essaye de s'articuler tous ensemble pour apporter une logique, une cohérence et une progression. Sinon, on tombe dans des niveaux d'anxiété. Et quand vous regardez toutes les enquêtes et tous les derniers rapports qui ont été publiés, alors, ok, le dernier, c'est celui de la Cour des comptes, mais vous aviez avant un rapport du Sénat, un rapport de l'Assemblée nationale, il y a eu le rapport de l'inspection générale en 2020. Toutes les enquêtes et tous les rapports disent la même chose. Il y a un niveau d'anxiété énorme et il y a un sentiment de ne pas être suffisamment accompagné. Nous, au UNICEF, on est les supports des accompagnateurs. On n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir accompagner directement, quoique maintenant avec le numérique, on peut le faire aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'à venir, il y a toute une partie dans laquelle on accompagne plus directement les jeunes et ils peuvent faire des choses en autonomie, mais on est surtout le support pour que les gens qui en ont besoin dans leur mission puissent disposer des bonnes informations, les régions, mais aussi directement les personnes que vont aller voir les jeunes, donc les CIO, et que les jeunes puissent trouver les 3 éléments dont il a besoin, c'est-à-dire, pour s'orienter, il a besoin de disposer d'informations, il a besoin de savoir naviguer dans le système et savoir acquérir les bonnes compétences, et il a besoin d'être accompagné dans les moments les plus difficiles. Juste, je reviens sur ma question de tout à l'heure parce que vous avez bien répondu sur l'articulation ONICEP-région, oui. Mais il restait l'articulation ONICEP-centre d'information jeunesse. Alors, on a... ah oui, vous disiez CEDIJ, vous vouliez dire CIDJ. CIDJ, oui, j'ai dit CIDJ. Alors, le CIDJ et le CRIJ d'Île-de-France en partie, c'est-à-dire le Centre régional d'information jeunesse pour l'Île-de-France. Nous avons des relations avec Information Jeunesse France, IJ France, qui pourrait aboutir éventuellement à une convention. On n'en est pas encore là. Mais la différence étant que les structures d'information jeunesse sont des structures transversales à l'ensemble des problématiques de la jeunesse. Il y a la question des droits, il y a la question du logement, il y a la question de la santé. Et alors c'est un remarquable maillage territorial parce qu'il y a des points information jeunesse sur tout le territoire. Et donc on est vraiment en discussion avec le président et avec le délégué général sur le fait de pouvoir former. On a déjà eu une première expérimentation en Nouvelle-Aquitaine avec le CRIJ Nouvelle-Aquitaine sur le fait de pouvoir former les conseillers des points information jeunesse au vocabulaire d'avenir, de façon à ce que quand un jeune pousse la porte de l'IJ, il puisse être accueilli, peut-être avec d'autres outils, d'autres vocabulaires, parce que parfois quand il quitte l'école, il n'a pas forcément envie de retrouver des dispositifs scolaires, mais qu'il puisse être compris quand il dit moi j'en suis là dans mes compétences. J'ai déjà travaillé ça, ou j'ai déjà je peux vous montrer mon portfolio de compétences, il est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller maintenant comme démarche à suivre? Vous voyez la différence. Et la particularité de l'IJ, c'est qu'ils ont une présence humaine sur le territoire que nous n'avons pas, parce qu'ils sont vraiment territorialisés. Je regardais si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Oui, sur Avenir, puisque vous avez posé la question l'un ou l'autre tout à l'heure par rapport aux régions, oui, vous avez cité le vice-président de région qui représentait Région de France. Je pense que il y a eu un problème de rupture de dialogue avec les régions sur Avenir, qui n'était pas du tout présent au départ, puisqu'au départ, j'ai présenté Avenir avant que la DPM soit officielle. Quand j'ai eu la réponse du SGPI, j'ai été présenté Avenir à la Commission éducation en Région de France, où il y avait la plupart des VP concernés et des agences concernées. Nous avons inclus les régions dans la gouvernance d'Avenir depuis le début, c'est-à-dire que c'est écrit dans la convention qu'on a avec l'Agence nationale de la recherche.
Et François Bonneau, qui est le président de Centre Val de Loire et qui est le président de la commission éducation, orientation, formation, était présent au premier comité d'orientation stratégique d'avenir. Donc on est parti avec l'idée de travailler avec les régions à l'articulation de nos compétences. Ensuite, quand on leur a présenté en décembre 21 l'état des maquettes de la plateforme, mais on n'avait pas la plateforme encore, on avait les maquettes, à ce moment-là, on les a sentis se raidir. Et on a mis, donc c'était en décembre 23, quand on leur a présenté, pardon, on les a sentis se raidir, et il y a eu une rupture de dialogue dans la mesure où ils ont écrit à nos ministres de tutelle, et où il ne vous a pas échappé que cette année-là, nous avons eu beaucoup de ministres à la suite. Et donc on a réussi à reprendre le dialogue. Alors c'est Nicole Belloubet qui les a reçus une première fois, puis il y a eu la dissolution, donc on n'a pas pu faire la première réunion qui était prévue. Et quand enfin on a réussi à se réunir, c'est Anne Gente qui les a reçus, je me souviens très bien, c'était le 5 novembre 24. On a eu une première réunion avec Région de France le 12 novembre, et ensuite on a eu 4 avant le 20 décembre. Et puis de nouveau 2 depuis qu'on a rechangé de ministre. Et on s'est quitté, c'était la semaine dernière, la dernière réunion, on a un comité de pilotage à venir avec Région de France, qui pour la première fois réunissait toutes les régions, puisque jusque-là, il y avait 5 régions pilotes avec qui on avait articulé un dialogue local. Et donc, quand les régions, et plutôt les personnels, soit des services, soit des agences régionales d'orientation, ont vu ce qui était vraiment à venir, ils ont compris qu'on n'était absolument pas en redondance de compétences et que maintenant, on peut s'articuler et il n'y a aucun problème technique. Et c'est entièrement gratuit pour les régions parce que c'est prévu dans le financement d'avenir. On est aux meilleures normes internationales d'interopérabilité avec tout ce qu'il faut comme branchement d'API, etc. Et les régions qui ne sont pas à ces normes-là, on les accompagne sur plusieurs jours s'il faut. Donc il y a actuellement reprise du dialogue qui va servir vraiment aux élèves parce qu'ils pourront bénéficier et de l'information nationale sur laquelle on appuie nos dispositifs pédagogiques et des informations régionales qui viennent préciser les choses, colorer les choses, comme on le dit sur les lycées professionnels. Et au fur et à mesure des réunions qu'on a eues dans chaque région, celle dans laquelle on a le plus avancé, c'est la région Grand Est. On est même en train d'inventer des choses ensemble, ce qui est bien normal, puisque ça permet de construire un service commun qui va bénéficier aux élèves. Donc, je crois que il y a eu un petit moment de fraîcheur qui est derrière nous et qui va aboutir à ce qu'à la rentrée 25, c'est l'objectif qu'on s'est donné lors de ce dernier comité de pilotage, on ait des articulations régionales de la plateforme où on ait à la fois la partie éducation et la partie information qui soient articulées. Donc, est-ce que cette plateforme à venir, elle a vocation à devenir le site d'information unique des entités publiques sur l'orientation? Parce qu'aujourd'hui, si on fait une rapide recherche, je ne parle pas des sites privés, mais il y a quand même un certain nombre de sites publics qui traitent de ce sujet. Alors, sur l'orientation, vous avez dit? Oui, sur l'orientation. Okay. Alors, Avenir n'est pas un site. C'est absolument pas un site, aucunement. C'est une plateforme pédagogique. Il n'y a aucune information sur Avenir. Il y a des liens vers les informations dont les élèves ont besoin. Attends, juste parce que... Mais... accessible comment cette plateforme? Elle est accessible uniquement... c'est un bac... Donc non. Elle est accessible uniquement sur authentification, uniquement par les élèves et par leurs professeurs et les chefs d'établissement. Elle n'est pas accessible aux parents, par exemple, qui voudraient aller sur Avenir, avoir une information sur tel bac. Non, ça n'existe pas. Avenir, c'est un dispositif pédagogique dans lequel les élèves se connectent. Alors, ils n'ont pas besoin de se authentifier, c'est sans couture, etc., avec leurs authentifiants éducatifs, mais ils se connectent et ils ont leur parcours éducatif et on leur présente l'information dont ils ont besoin au bon moment, au moment où ça va percuter pour eux. Ce qui est une énorme différence avec l'ensemble des sites dont vous parliez, publics, privés et associatifs, dans lesquels il y a pléthore d'informations et où les jeunes sont noyés. Alors, juste pour bien comprendre, l'élève se connecte, mais donc il peut se connecter que depuis son lycée. Non, il peut se connecter d'où il veut avec ses identifiants. C'est comme l'espace numérique de travail. Oui, alors il peut se connecter depuis l'ENT
ou depuis le site de l'ONICEP, il y a un numéro d'identifiant qui s'appelle EduConnect. Chaque élève a EduConnect, comme nous avons France Connect, les adultes. D'accord, c'est juste, donc c'est pas accessible à toute personne qui fait une recherche dans un navigateur. Par contre, dans la pratique, c'est accessible à l'élève et à ses parents si l'élève travaille avec ses parents. Évidemment. Oui, donc, donc je reformule ma question. Est-ce qu'à terme, il doit être... Parce que, je sais pas, je n'ai pas encore été confrontée à ce problème, mais j'imagine que quand on fait une... Oui, mes enfants sont trop jeunes. Quand on fait une recherche et qu'on voit sortir... alors peut-être que bientôt, avec l'intelligence artificielle, on aura directement la réponse et que l'intelligence artificielle aura été cherchée pour nous dans tous les sites de formation la bonne réponse. Mais est-ce qu'à un moment, on a pensé quand même à rationaliser l'information fournie par la puissance publique, et par puissance publique, j'entends vraiment tous les acteurs publics, pour avoir quelque chose de beaucoup plus accessible pour les élèves. Parce que, comme vous le disiez, les élèves, ils sont quand même dans une phase de recherche, ils ne sont pas encore aguerris à savoir sélectionner l'information, à savoir... Alors, je vais vous répondre à la fois sur ce qui a été fait et sur un peu de prospective. La politique du numérique pour l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, c'est le même service qui fait les deux, est une politique qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire de rationaliser et d'urbaniser, comme disent les informaticiens. Donc nous, quand on a créé Avenir, on s'est engagé à supprimer tout ce qu'on appelle nos sites satellites. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à 12 sites différents, parce qu'on les faisait au fur et à mesure des demandes avec les nouvelles politiques publiques. Donc on avait un site sur la réforme, je ne sais plus laquelle c'était, du lycée professionnel. On avait un site sur les cordées de la réussite, un site qui s'appelle Nouvelle Chance pour l'obligation de formation des 16-18 ans, un site de simulation qui s'appelle Horizon 21, etc. Donc nous, on s'est engagé à ne plus avoir que 2 piliers. D'un côté, onicep.fr, de l'autre côté, Avenir. Onicep.fr va mieux servir le grand public et les parents en expliquant comment on peut accompagner ces enfants et en donnant évidemment tous les éléments sur les politiques publiques. Par exemple, Onicep.fr a des petits films d'explication aux parents dans 8 langues sur comment fonctionne l'école en France. Je sais que c'est 8 langues parce qu'on a rajouté l'ukrainien quand la guerre en Ukraine a commencé. Donc toutes ces informations sur le fonctionnement du système éducatif, les paliers d'orientation, les choses à prendre en compte, etc., vont être enrichies pour les parents d'une explication de ce qui se passe pour leur enfant chaque année en matière d'éducation à l'orientation et d'apprentissage de l'orientation. Donc ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, on a actuellement sur les dispositifs d'affectation que sont Affelnet, Parcoursup, Mon Master, il y a beaucoup d'informations. Et ces informations ne sont pas redondantes, puisqu'en fait, nos données sont reliées et on renvoie, si vous allez sur Parcoursup, alors vous avez dit que vous n'étiez pas encore concerné, quand vous allez sur Parcoursup, en fait, on renvoie vers le site de l'ONICEP, mais même en back-office, effectivement, il y a des données qui sont complètement communes. Et donc les données qui sont sur les sites d'orientation post-troisième sont des données qui ont été fournies par l'ONICEP, personne ne le sait. Mais ce sont les mêmes données et donc on sait qu'elles sont homogènes, qu'elles sont traitées et qu'on peut les utiliser. Donc ça, c'est ce qui concerne nos ministères de tutelle. Maintenant, je ne connais pas d'autres sites d'orientation pour les jeunes collégiens, lycéens et étudiants qui seraient fournis par d'autres ministères ou d'autres éléments de la puissance publique. Je sais pas, nous on avait trouvé Insert Jeune notamment. Ah mais d'accord, Insert Jeune, il est posé, alors il peut être consulté comme ça si on veut, mais Insert Jeune et Insert Sup, ils sont posés sur Parcoursup et sur ONICEP. On est complètement reliés. Donc ils existent encore en tant que site si on veut s'y relier, mais vous avez les infos Insert Jeune sur chaque formation sur notre site et sur le site de Parcoursup. Pareil, enfin, Parcoursup, c'est pas Insert Jeune, c'est Insert Sup, parce que c'est sur les formations de l'enseignement supérieur. Donc, toutes ces informations sont mises entre elles. Alors, on peut probablement mieux faire et peut-être supprimer encore des sites, mais tout est mis en réseau et en circulation. Voilà. Mais maintenant, je vais vous répondre en termes de prospective. Pardon. La question qu'on se pose pour notre prochain COP, parce que vous aviez posé cette question-là au début, Monsieur le Président, c'est la question de ce à quoi on peut s'engager sur 3 ans. Alors, juste pour répondre pleinement, on va dire, on est en avenant au COP
21-23 sur les années 24-25, et on est en train de commencer à préparer le COP 26-28. Et pour le COP 26-28, donc on est en train de se poser la question de quelle est la stratégie à avoir en termes d'intelligence artificielle quand on prend en compte le fait que les jeunes vont de plus en plus poser leurs questions à une IA et pas venir sur notre site. On sait déjà que la plupart des arrivées sur notre site, enfin la moitié des arrivées sur notre site passent par les moteurs de recherche. Donc je cherche une formation, ceci, cela, hop, ça arrive sur l'ONICEP, et les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller d'abord sur l'ONICEP pour le chercher. Ce sont les pratiques. Et donc on sait que les pratiques vont changer et que les gens vont aller chercher sur l'IA. Le problème, c'est que l'éducation nationale a un rythme d'évolution et de changement de ces pratiques annuels, avec des passages dans différents types de commissions, pareil pour l'enseignement supérieur, qui font que l'information est très 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 vite obsolète. Donc si vous allez chercher sur une IA gratuite qui va arrêter les données il y a 2 ans, je ne sais plus exactement le ChatGPT gratuit, quand est-ce qu'il s'arrête, vous risquez d'avoir des informations qui ne sont plus valables. Donc se pose la question d'une IA souveraine, dans laquelle on mettrait nos données et d'autres données publiques, qui permettrait de s'assurer que les informations qu'on va chercher sont actualisées. Donc on en est à se poser cette question, et à se poser plus largement la question de est-ce qu'on va s'accrocher à une IA développée par le ministère de l'Éducation nationale, ou est-ce qu'on va plus directement sur une IA globale du service public. Voilà. On n'a pas tranché, on n'a pas fini notre réflexion, on n'a pas encore déterminé les choses, puisque on est au début de la réflexion sur le prochain COP. Mais en termes de prospective, il ne semble pas raisonnable de se dire qu'un site va répondre à tout. Ceci étant, on a déjà fait pas mal d'efforts. On avait répondu à un programme d'investissement d'avenir avec Quant qui visait à aller chercher, nous, sur l'ensemble des sites qui donnent de l'information sur l'orientation, à valider la donnée aussi des autres sites, et donc à avoir un portail Quant sur l'orientation, Quant ONICEP. Alors, il se trouve que Quant s'est retiré du projet parce qu'ils ont changé de stratégie, mais nous, on a continué, et comme il restait un petit peu d'argent, on a créé ce portail-là, et on l'a mis à disposition pour l'instant des professionnels. C'est ça qui a donné en particulier le site que j'appelle Atlas, qui est un site pour les professionnels qui savent aller chercher de la donnée un peu complexe. Et sinon, puisqu'on parle de perspective, dans un rapport de 2024, cette fois-ci, la Cour des comptes relevait qu'à l'intérieur de votre budget, la part des ressources propres allait en diminuant. Est-ce que cette évolution a la vocation à perdurer ? Est-ce que c'est lié à, par exemple, la politique de données ouvertes ? Est-ce que c'est d'autres raisons ? Alors, il y a évidemment une série de raisons qui concourent à ça. D'abord, c'est pas voué à durer parce que c'est pas soutenable, évidemment. Il y a d'autres raisons, effectivement. La première raison, c'est qu'effectivement, pour réaliser un chiffre d'affaires, quand on est spécialisé dans les données et obligé de donner ces données gratuitement, c'est un petit peu compliqué. Donc, on est très bons élèves sur la politique de données ouvertes. C'est souvent reconnu par nos tutelles. Et ça fait qu'on ne peut pas valoriser des choses qu'on donne gratuitement. Alors, on peut par contre valoriser une valeur ajoutée dessus. Donc, on a commencé à travailler depuis 4 ou 5 ans sur la valorisation de la donnée, et pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut exploiter, notamment, je ne sais plus combien on a travaillé sur 10 ans de réponses aux questions sur mon orientation en ligne, et qu'on a essayé de traiter pour voir quelles étaient les questions que se posaient les personnes en ligne, pour pouvoir mettre un bot offrir un bot qui viendrait répondre aux questions des gens, ce qui permettrait d'avoir une valeur ajoutée par rapport à nos données, et éventuellement commercialiser ce bot. Mais on va d'abord commencer par l'utiliser, nous, pour être sûr que ça fonctionne. Ouais. Est-ce que finalement, le coût de réfléchir à la valorisation pour créer de la valeur n'est pas supérieur au gain potentiel que vous pouvez en retirer? Alors, enfin, vous n'avez peut-être pas fait l'analyse en ces termes, mais... Non, mais je comprends tout à fait votre question, et c'est la question que se posaient les inspecteurs généraux qui sont venus nous voir et qui sont en train de rendre leurs conclusions, donc que je n'ai pas encore vues, sur la soutenabilité économique des opérateurs du MEN.
puisqu'il y a une mission à laquelle on a dû répondre. On avait une recommandation de la Cour des comptes qui était de faire une comptabilité analytique. Donc on est en train de terminer là, notre comptabilité analytique pour mesurer ça, effectivement. Donc aujourd'hui, sur certains de nos produits, le coût, non pas de réfléchir, mais le coût de production et surtout de diffusion d'un certain nombre de nos publications est trop élevé. Et donc le fait d'avoir mis en place notre comptabilité analytique, ça fait que on voit très bien comment faire pour redresser la barre. Alors il y a plusieurs actions qu'on peut mener. La première action, c'est que l'ONICEP avait des productions historiquement qui étaient assez monolithiques, c'est-à-dire qu'on avait une documentation pour tous les âges. Là, on a commencé à travailler beaucoup plus à s'adapter aux usagers, donc on a envisagé de faire des publications qui soient plus numériques et moins papier pour limiter le coût du papier, et qui soient adaptées à chaque âge. Par exemple, les collégiens ne lisent pas des pages de texte énormes. Si on veut leur rendre un service, il faut faire des pages beaucoup plus visuelles, avec de la data vise, avec des dessins et des choses comme ça. Et alors que nous, on avait traditionnellement des témoignages écrits avec une photo. Et donc, on faisait un reportage où il fallait actualiser les photos des gens qui avaient... Donc, toute une ingénierie qui coûte très, très cher, qui fait qu'on passait des jours et des jours pour faire des produits magnifiques, mais qui n'étaient pas adaptés à chacun de nos publics. Donc, on est en train de modifier considérablement l'offre. Pour ça, on a dû se réorganiser. On a réorganisé complètement notre service éditorial. Et donc, on sait qu'on on est très attendu par la tutelle. Hein. On doit donner vraiment des gages du fait qu'on est capable de retrouver des recettes propres. Et donc, on est vraiment sur ce chemin-là. Et les ventes ont arrêté de chuter l'année dernière. Après, on est vraiment sur une tendance nationale sur le marché du livre où les gens n'achètent plus de livres. Donc c'est pour ça qu'on doit numériser beaucoup plus nos services. Mais une autre question qui est extrêmement complexe pour nous, c'est que en termes d'égalité des chances, c'est très difficile de mettre de l'ingénierie sur des produits qui sont payants, alors qu'on aimerait bien qu'ils soient gratuits pour les élèves. Donc on travaille beaucoup plus ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire qu'on essaye de vendre à des entités qui vont donner ensuite aux élèves. Par exemple, on a recruté un responsable commercial, ce qui était un peu nouveau pour nous, et lui, il a commencé à aller voir du côté du réseau des médiathèques, puisqu'il y a des acheteurs centralisés des médiathèques, pour qu'on trouve les publications de l'ONICEP dans toutes les bibliothèques municipales, par exemple. Donc il y a plein de changements du côté commercial. Mais l'autre élément qui explique aussi le déficit qui perdure depuis 2020, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant tous ces calculs que la subvention avait été mal calculée. Autrement dit, on avait calculé notre subvention sur un salaire moyen. Or, les personnels qui sont partis de l'ONICEP, les 155, c'était les personnels les plus jeunes. Et donc, on s'est retrouvé avec un salaire beaucoup plus élevé que ce sur quoi on s'était basé, et du coup un GVT beaucoup plus important. Donc, on est aussi dans une difficulté qui est liée à ça, qui a fait qu'en fait, le déficit, il est depuis la mise en œuvre de la loi de 2018, parce qu'on a perdu non seulement de la subvention, et parce qu'on a perdu aussi des opportunités de publicité qu'on mettait dans les guides. On a perdu 1 million sur les guides, environ, de publicité. Puisqu'on avait un guide par académie, dans lesquels il y avait des publicités locales. Voilà. Donc, la situation dans laquelle on s'est retrouvé, et on a mis un peu de temps à réagir, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une restructuration, ça prend beaucoup de temps. Accompagner 155 personnes, c'est-à-dire vraiment les 2 tiers des effectifs des équipes régionale de l'ONICEP. Hein. À la sortie, ça ne s'est pas fait en 5 minutes, hein, ça nous a beaucoup occupés. On a essayé de le faire tout en déployant une stratégie positive, en remobilisant les gens et en se refocalisant sur les points forts de la maison. Et puis il y a eu le Covid aussi pendant cette période-là. Donc ça nous a pris plus de temps que ce qui était imaginé, mais on est en train vraiment de modifier assez profondément la culture en la tournant vers peut-être des publications plus ciblées, moins chères, plus numérisées, pour retrouver une marge de manœuvre commerciale. Bien.
Écoutez, merci pour cette contribution à notre commission d'enquête. Merci pour d'être venu jusqu'à nous. Merci, puis très bon retour. Merci beaucoup. Merci Bonne à vous. soirée.